D'accord, on y va. Alors, bonjour à tous, je suis Sébastien Périmoni. Aujourd'hui, on va discuter avec Jacques Cheminade. Bonjour Jacques. Bonjour Sébastien. Donc, lors de la dernière campagne présidentielle, tu avais attaqué ce que Hollande a nommé, lui, le monde de la finance. Mais tu avais été plus précis, tu avais parlé du monde de la City et de Wall Street. Et tu avais utilisé un mot, et les mots, parfois, selon ceux qui les prononcent, sont importants. Tu avais caractérisé ce système d'oligarchique, c'est-à-dire qu'une minorité, finalement, exploite et vit avec le travail de la majorité. Alors c'est plutôt illustratif de voir dans les Échos, donc sur le site deséchos.fr, qui est un site qui n'a pas été quand même créé par Che Guevara, qui est plutôt de droite, qui dit richesse. 80 personnes détiennent autant de richesses que 3,5 milliards d'individus. Donc on voit bien ce système oligarchique et les choses vont toujours dans le même sens. Alors on a vu dernièrement les Français, plus de 4 millions, qui se sont mobilisés à juste titre par rapport aux attentats qu'il y a eu contre Charlie Hebdo. Mais on aimerait aussi voir les Français se mobiliser pour ce genre de choses, contre ce système oligarchique, plus souvent. Alors depuis la présidentielle, on peut dire qu'on a l'impression que l'histoire s'accélère quand même, et qu'il y a une double dynamique. Donc une dynamique qui nous conduit droit dans le mur, dont on parlera aujourd'hui, et une autre qui pourrait permettre une sortie de crise. Et en particulier, on l'a vu depuis, comme on l'a développé beaucoup sur notre site, avec la création de la Banque internationale de développement, des BRICS, en juillet dernier à Fortaleza, donc le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, qui ensemble se sont coordonnés pour lancer toute une politique de grands projets qui a déjà commencé. Donc on a vu du canal de Nicaragua qui a commencé, tant décrié d'ailleurs par les anciens amis de l'Amérique latine ou de l'Amérique centrale, nos extrêmes gauchistes français. Le nucléaire pour l'Afrique du Sud qui est lancé, le grand barrage d'Inga en République démocratique du Congo qui pourrait être la double production du barrage des Trois Gorges de Chine, donc c'est quand même quelque chose de très important. On l'a appris ce matin aussi, le chemin de fer entre Nairobi et Mombasa, qui fait partie du chemin de fer transcontinental Est-Ouest en Afrique. Des barrages hydroélectriques au Cambodge, partout en Asie du Sud-Est, des kilomètres de chemin de fer à grande vitesse en Chine. Bref, ce qu'on voit, c'est vraiment une renaissance de l'économie physique dans le monde, dont je pense en Europe, on ne prend pas toute la mesure de cette nouvelle dynamique qui s'est développée et qui vraiment crée un potentiel de sortie de crise par le haut. Et évidemment, malheureusement, de l'autre côté, la dynamique qui nous amène droit dans le mur avec évidemment la guerre au Moyen-Orient, les guerres en Afrique, Centrafrique, Nigeria, tous ces pays où les choses ne s'arrangent pas et où on ne voit pas beaucoup de sorties de crise. Mais avant de parler de tout ça, on voulait revenir sur peut-être l'événement le plus marquant de ce week-end, c'est-à-dire l'élection en Grèce, puisqu'il y a eu la victoire du parti Syriza. Alors, est-ce que c'est un grand moment pour l'Europe? C'est un basculement vers une nouvelle dynamique? C'est quelque chose dont on peut se réjouir? Comment tu analyses ça? Tu as parlé d'un retour à l'économie physique, à la production, à une politique qui sera dans l'intérêt du travail humain. Eh bien, ça n'aura pas lieu, ça ne pourra pas avoir lieu si on ne met pas en échec, si on ne met pas en faillite le système de la City et de Wall Street. Alors, l'intérêt, le résultat de ces élections en Grèce, le résultat de Syriza, c'est que il y a une dynamique qui se trouve amorcée. C'est-à-dire un groupe politique qui est celui de Syriza, qui est Tsipras, mais qui est aussi Panos Kamenos, qui remettent en cause, avec les indépendants grecs, qui remettent en cause le système existant. Iront-ils assez loin ou non? Ça leur est très difficile par eux-mêmes. C'est pour cela que nous devons les soutenir. Alors, ce que pour l'instant disent les institutions européennes, les experts de l'Europe actuelle ou les responsables politiques français, c'est que annuler la dette grecque serait trop coûteux pour les Européens, qu'on ne peut pas le faire. Et Agnès Benassi-Kéré, qui est présidente du Conseil d'analyse économique en France, tout de même, ce qu'elle nous dit, c'est que voilà, on ne pourra donc qu'abaisser les intérêts un tout petit peu plus, ou allonger la durée du remboursement, en amenant la dette grecque de 175% du produit intérieur brut à 159%. Et on ne le fera que si la Grèce fait des contre-propositions pour continuer avec le système d'austérité. Alors, c'est un chantage absolument incroyable, parce que le programme modéré de Tsipras de dépenser 12 milliards d'euros pour rétablir une certaine justice sociale en Grèce et une politique de l'intérêt du travail, eh bien, ça,
ce qu'est en train de dire Mme Benassi-Kéré, mais ce que dit aussi la Commission européenne, ce que disent les principaux dirigeants européens, et en particulier Mme Merkel et M. Schäuble en Allemagne, c'est non. Ça ne pourra pas être fait. Et ils ajoutent, les Grecs sont dépendants de leurs créanciers, c'est-à-dire la France, de l'Allemagne et du FMI, sont dépendants de leurs créanciers. Athènes ne pourra pas à la fois augmenter ses dépenses publiques et satisfaire ses créanciers. Alors c'est dit de façon particulièrement crue, c'est-à-dire que la justice sociale n'est pas possible en Grèce parce que les créanciers ne le veulent pas. Donc, il y a une situation de défi pour Tsipras, de défi pour le nouveau gouvernement grec, et que nous devons les soutenir, parce que par eux seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Donc nous devons les soutenir, et les soutenir en disant une chose très simple. Quand l'Allemagne se trouvait en crise, en 1950-1953, le 27 février 1953, il a été décidé que 62% de la dette allemande était annulée, un moratoire était de 5 ans accordé à l'Allemagne, et il pouvait payer le reste en 30 ans. Donc, moi je dis, le 27 février 2015, voilà, faisons la même chose pour la Grèce, et amorçons le mouvement vers un nouvel ordre économique et monétaire international, vers lequel se dirigent la Chine, l'Inde, un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, auxquels la Russie se joint. Allons dans cette direction-là, et ne restons pas dans l'Europe qui se fait harakiri, qui est une fausse Europe, avec de faux monnayeurs, et qui prétend de plus imposer l'austérité à tout le monde. Nous devons rompre avec cela. Surtout que c'est ces accords qui avaient eu lieu en Allemagne le 27 février 1953 qui a permis le miracle allemand. C'est tout le paradoxe. Ça a permis le décollage et le miracle allemand. Je pense qu'en heures de travail aujourd'hui, on ne le sait pas, en heures de travail par an, les Grecs travaillent 30% de plus que les Allemands aujourd'hui. Il faut le dire. Une double ironie. Et plus que nous aussi. Ouais. Alors, l'Europe continue sa politique d'austérité. On va voir comment Tsipras réagit à ça. Et sur un autre front également, on voit que la situation et le jeu de l'Europe, qui est de plus en plus dénoncé par la Russie, spécifiquement en Ukraine, commence à se détériorer. On a vu les attentats ces derniers jours à Mariupol, donc le port stratégique de Mariupol, qui fait que là, c'est l'ensemble du pays qui est en train de s'embraser aujourd'hui en Ukraine. Alors, comment réagir par rapport à ça ? Il faut voir les choses dans leur ensemble, de haut. C'est un système financier et monétaire de la zone transatlantique ou atlantiste international, le système du dollar, de la livre, de l'euro et aussi du yen. Ce système-là est aux abois et à la veille de son effondrement. Alors, pour garder le pouvoir, l'oligarchie qui est à la tête, qui conduit ce système, se dit il faut empêcher qu'il y ait quelque chose d'autre qui se dessine du côté de la Russie, de la Chine, de l'Inde, des pays des BRICS, du Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, plus d'autres pays qui vont avec ces pays des BRICS, comme la Bolivie, l'Argentine, ou même maintenant le Vietnam ou d'autres pays de cette nature. Donc il faut empêcher que cela se fasse. Pour cela, on porte non seulement la pression économique et monétaire sur la Russie, mais on fait bouger l'OTAN vers l'Est. C'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre la politique de l'OTAN vers l'Est. On avait promis à Gorbatchev et ensuite à Yeltsin, on leur avait promis que si la Russie accepterait la réunification en Allemagne, ce qu'elle a fait, l'OTAN s'étendrait bien entendu en Allemagne de l'Est, mais pas en Pologne, pas en Tchécoslovaquie et pas dans les pays baltes. Or, elle le fait. Et d'un point de vue russe, on peut voir cela comme une provocation. Plus maintenant Maïdan, la révolution de couleur à Maïdan, une de plus. Vous savez, ce que je dis toujours, c'est que la première révolution de couleur, c'était contre le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que de Gaulle s'est mis à vendre les dollars pour acheter de l'or. C'est ce que fait aujourd'hui la Banque de Suisse, c'est ce que font les Russes, c'est ce que font les Chinois, donc menaçant la base du système financier et monétaire international existant, qui est un système basé sur la fausse monnaie et le pillage financier. Alors, ce système qui est opposé à celui de l'ordre existant, n'est pas parfait. Mais au lieu de rester dans le système existant, un pays comme la France, un pays comme l'Allemagne, devrait dire, nous, avec notre propre politique, nos propres intentions, nous irons avec les BRICS et nous ferons une autre orientation, nous participerons à une autre orientation de l'économie mondiale. Alors c'est ce qu'ont fait les Suisses. Les Suisses ont vu le fameux quantitative easing, c'est-à-dire l'allègement quantitatif de Mario Draghi.
Mario Draghi distribuera 1140 milliards en réalité aux banques, en rachetant sur le marché secondaire, c'est-à-dire aux banques, des obligations d'État et des obligations privées, à un rythme de 60 milliards par mois jusqu'en septembre 2016. C'est renflouer les banques, c'est pas renflouer l'économie. Cet argent n'ira pas aux PME, cet argent n'ira pas aux entreprises qui produisent. Cet argent restera dans le système bancaire et cet argent, pratiquement, montre qu'il n'y a plus de solidarité au sein du système de l'euro, puisque la part qui sera donnée aux obligations grecques et portugaises, c'est pratiquement rien, et c'est la France et surtout l'Allemagne qui remporteraient le gros du morceau. Et peut-être encore plus grave, puisque dans la déclaration de Mario Draghi, il dit que la Banque Centrale Européenne elle-même n'émettra que 20% de ces 1140 milliards, et que le reste des émissions seront les banques centrales nationales. 80% pour les banques centrales nationales. C'est-à-dire qu'on va demander aux États de faire du crédit pour renflouer les banques. C'est exactement cela, et cela veut dire aussi qu'il n'y a pas de solidarité européenne. C'est-à-dire que c'est les banques nationales à prendre le risque, et c'est la banque grecque émet de l'argent, c'est au risque de la banque grecque. Ce n'est pas la solidarité européenne qui interviendra, ce qui est absolument scandaleux. On dit Europe, 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 et en fait, on fait quelque chose qui est de laisser chacun se noyer à sa façon. C'est scandaleux, c'est proprement scandaleux. Ce que disait De Gaulle à un moment donné, quand on est avec, et c'était les mots qu'il utilisait en parlant à Léon Pierrefitte, quand des gens foutres vous mettent dans un système qui vous détruit, il n'y a plus de traités qui tiennent, on doit partir parce qu'on ne veut pas être détruit. Mais est-ce qu'on peut dire que l'euro existe encore, puisqu'il y a une désolidarisation complète des États? Alors, revenons à ce qu'a fait la Banque nationale de Suisse. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit on ne soutient plus une parité entre le franc suisse et l'euro, qui était un franc suisse 20 pour un euro. Et elle a lâché ce soutien. Elle n'achète plus d'euros. Elle pense que l'euro, c'est fini. Et l'euro, c'est fini. La solidarité, comme tu le dis, à l'intérieur de la zone euro, c'est fini. Et le soutien accordé à l'euro par la Banque suisse, c'est fini. Donc, tout d'un coup, le franc suisse a augmenté dans un premier temps de 30 et quelques pourcents, un peu plus de 30%, et maintenant c'est de l'ordre de 20% par rapport à l'euro. Et qu'a fait en même temps la Banque nationale suisse, on ne le dit pas, elle a fait un accord sur la gestion de devises avec la Chine. Donc la Suisse est sortie, sans le clamer trop à la Suisse, du clan de l'euro et du dollar. Et voilà, la voilà suivant une autre politique. Alors évidemment, c'est très défavorable aux exportateurs suisses, mais la Banque suisse saura comment les aider avec le produit qu'elle obtiendra ou dont elle frappera certaines importations, elle financera les exportateurs, et elle a assez d'argent pour financer ces exportateurs. Donc c'est quelque chose de très important qui s'est produit, parce que la Banque nationale suisse, c'est en soi une chose relativement petite, mais d'un point de vue symbolique, c'est très fort. Comme la victoire de Tsipras, quelles que soient par ailleurs les intentions de Tsipras, est petite, c'est un petit pays, la Grèce, mais c'est très symbolique, et c'est très important dans un système où tout se tient. Parce que les faux monnayeurs et les spéculateurs se tiennent tous par la barbichette. Et les va-t-en-guerre. Et les va-t-en-guerre, qui sont leurs émanations, comme on dirait, avec un vocabulaire un peu trop religieux. Donc, voilà. Et il y a cette politique-là qui est remise en cause par deux petits pays. Quand même, la France est un bien plus grand pays. Elle doit avoir beaucoup plus de courage que la Suisse et que la Grèce et aller du côté d'une autre politique. Le président Hollande le sent. Il a créé l'esprit de Normandie avec le président Poutine, Poroshenko et Merkel. En même temps, il a rencontré le président Poutine à l'aéroport de Vnukovo. À Brisbane, il l'a pris dans sa voiture. Hollande sent qu'il faut calmer le jeu. Et il y a une excellente interview dans la presse suisse, Genève, d'Hélène Carrère d'Ancos, qui dit « Le président Poutine a reconnu l'intégrité de l'Ukraine et sa souveraineté. Il fallait prendre la balle au bon et dire on calmera les choses en disant voilà, la Russie reconnaît l'intégrité de l'Ukraine. Elle a pris la Crimée, mais la Crimée lui appartenait déjà depuis longtemps en réalité, et 90% des gens auraient été pour être avec la Russie et pas avec l'Ukraine.
Pour le reste, on peut trouver une solution avec une autonomie pour l'Est de l'Ukraine, une solution fédérale. Et le danger, c'est qu'on met Poutine face à ses propres extrémistes en Russie qui font pression sur lui, les Douguines, les néo-eurasistes et tous ces gens-là. Donc on est en train, en Europe, d'avancer à l'aveugle, et pour le compte de qui? Pour le compte d'un système qui n'a rien à voir avec l'Europe, le système financier et monétaire international de la City de Wall Street, et les gouvernements anglais et américains actuels qui le servent. Et tout le débat qui est actuellement aux États-Unis sur les fameuses 28 pages concernant le 11 septembre, sans parler du reste, d'auquel personne n'est au clair sur ce dont il s'est agi. Mais là, c'est quelque chose de clair. C'est 28 pages. C'est le sénateur Bob Graham qui dit « Ces 28 pages sont essentielles parce qu'elles mettent en cause l'Arabie saoudite ». Alors, ce que nous disons, c'est que, de même qu'au Maïdan, en Arabie saoudite, il y a eu une agitation, un terrorisme qui a été financé. Le Pravi Sector au Maïdan, l'extrême droite, et en Arabie saoudite, Daesh, et d'abord Al-Qaïda, puis Daesh. C'est le cas actuellement. Derrière cela, il y a des banques. Il y a des banques qui font circuler l'argent. Et ces banques, elles sont où? À Londres, dans le Londonistan, et aussi, elles sont attachées à certains services américains qui opèrent aussi de cette façon. Donc, on est en train de créer un état de chaos, et cet état de chaos, c'est ce que le système financier et monétaire actuel, le monde de la City et le Wall Street, cherche à créer pour empêcher qu'il y ait une contestation rationnelle, raisonnable, consciente contre son empire. Et on a aussi ces grands prédicateurs du djihadisme international qui sont protégés par Londres, dont on a parlé même dans les médias français. Aujourd'hui, c'est connu. Mais je voulais te faire réagir sur... Les idiots utiles des banques. Les idiots utiles. Je voulais te faire réagir sur cette... J'ai retrouvé une citation de Jaurès, je ne te l'ai pas lu avant, mais qui dit, voilà, la seule espérance qui reste, c'est précisément l'immensité même de la catastrophe dont le monde est menacé. Elle est si horrible qu'on hésite même à croire que les plus fous ou les plus scélérats oseront la déchaîner. Est-ce qu'on est dans ce type de situation? Oui, où certainement. Ces scélérats peuvent déclencher... C'est dans ces occasions que la France a ce que Jaurès lui-même appelé ses lumineux réveils. Oui, c'est vrai. Et on doit se réveiller. Alors, pourquoi la situation nous offre une occasion, en même temps un grand risque et une occasion, comme diraient les Chinois? Pourquoi cette occasion? Parce que lorsque De Gaulle, en 1967, en juin 1967, a commencé à transformer ses dollars en or, et qu'il a dit... Je ne veux plus soutenir un système dollar. Le dollar n'est même plus contrôlé par les États-Unis. C'est devenu un dollar de spéculation internationale. Il a voulu le faire. Il était assez seul. On ne comprenait pas très bien sa façon d'agir et la façon dont il procédait par ailleurs. Et finalement, on a réussi à l'éliminer. Et peu à peu, depuis, s'est mis en place un système monétariste, financier, qui a été un système de destruction et de l'économie et du travail humain. Alors, aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que nous avons les BRICS, qui ont une autre orientation que celle du système dominant dans le monde transatlantique. Nous avons les BRICS, et nous avons aussi maintenant des pays comme la Suisse ou des pays comme la Grèce, qui sont en état, je dirais, de déserter le Titanic. Et il faut recréer quelque chose qui permettent de redonner la capacité de naviguer, d'avancer au monde. Donc on peut dire qu'on est dans un moment très périlleux, mais un moment unique. C'est un moment unique. Les moments uniques sont toujours très périlleux. C'est pas quand il n'y a pas beaucoup de vent, quand les choses sont tranquilles, qu'il y a beaucoup de risques et il n'y a pas non plus beaucoup d'occasions. Mais nous sommes dans un moment unique et il faut bien comprendre que des choses comme l'indignation d'un peuple et la défense de la République, en ce qui concerne les attentats de Paris. Et en même temps, l'intérêt, et je dirais même un peu plus dans l'aspect positif, des Français pour Rosetta et Philae. Et là, il y a quelque chose qui se dessine pour revenir à un esprit qui était celui, je dirais, de la reconstruction de l'après-guerre. Et aujourd'hui, on doit reconstruire si on veut éviter une nouvelle guerre. Donc Jacques, peut-être une autre question. En fait, aujourd'hui, il y a des commémorations partout en France, en fait, sur le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Alors, il y a une exposition à Paris sur ces abominations, et en particulier les photos des troupes russes, en fait, qui sont arrivées et qui ont libéré ce camp. Je ne sais pas si tu peux réagir à cet anniversaire-là. Oui. Quand j'avais 20 ans,
on ne parlait pas des camps de concentration comme on parle aujourd'hui. Il y avait une certaine chape de plomb, de silence, de peur. Et c'est le film Nuit et brouillard d'Alain Resnais qui, pour moi, a été la prise de conscience de ce qui s'était passé. Alors aujourd'hui, avec ces photographies prises par des soldats ou des correspondants de l'armée russe, on voit les photos d'Auschwitz réelles, telles qu'elles, comme ça s'était passé. Et là, le choc est encore plus grand et plus fort, parce que on voit comment opérait ce système. C'était un système qui détruisait volontairement les Juifs, mais qui mettait aussi en esclavage le travail humain. C'est-à-dire quand on arrivait à Auschwitz, les femmes, les filles étaient passées directement dans les chambres à gaz et brûlées, et les hommes et les femmes en état de travailler, eh bien, on les amenait travailler, et l'espérance de vie, avec les maladies, avec les mauvais traitements, avec l'absence de nourriture, était de 9 mois, 10 mois environ, comme on peut le voir aussi dans des analyses très précises dans le camp du Struthof. Donc on voit comment il y a une double destruction. La destruction des Juifs pour ceux qui sont, il y a aussi une destruction des Roms hein, qui avait lieu en même temps, mais des Juifs principalement, avec la destruction dans les camps, mais aussi la destruction par les Einsatzgruppen, la Shoah par balle, comme on l'a appelé, qui a fait au moins 1,5 million de morts. Et de l'autre côté, la destruction par le travail. Et c'est révélateur d'une conception du travail où on voit le travail comme quelque chose dont on ne tient pas compte de la qualité des travailleurs, de ce qu'ils peuvent apporter. On les utilise comme des bêtes. Et ceux qui organisent ce système sont en dessous du niveau des bêtes. Ils sont dans un état de barbarie et de bestialité abominable. Et aujourd'hui, on voit, à un autre niveau, dans d'autres conditions, mais réapparaître cette forme de barbarie. Vous le voyez apparaître dans ce qui s'est passé dans la région de Goma, et entre le Rwanda et l'ex-Zaïre, et vous la voyez réapparaître avec Boko Haram, vous l'apparaître avec Daesh. Et il faut bien voir que derrière tout cela, comme derrière l'abomination et la barbarie nazie, il y a des monstres de Frankenstein. Cette conception est très importante, c'est-à-dire des gens avec lesquels on a joué, qu'on a mis dans des conditions pour faire cette abomination dont on espère tirer parti pour des raisons ou pour d'autres. Et on crée peu à peu une barbarie dont on ne peut plus sortir, parce qu'il y a des habitudes qui se prennent et elles sont terribles. Donc aujourd'hui, il faut revenir à une politique du travail humain, du développement économique, du respect de la dignité de chacun, et substituer à une logique qui est devenue une logique de conflit et de confrontation, une logique qui soit une vraie logique de développement mutuel et une logique d'attention à l'autre. C'est ce que le traité de Westphalie appelait l'avantage d'autrui. Et il faut revenir à cette conception de l'avantage d'autrui. Or, il est très représentatif, très significatif que quelqu'un comme Tony Blair, aujourd'hui, ait dit en 1999 qu'il fallait mettre fin au traité de Westphalie et à ses conceptions, fin à la notion d'État-nation, et qu'il fallait avoir une autorité qui soit au-dessus et qui exerce un pouvoir en laissant le monde de la City et de Wall Street continuer. Et là viennent les assassins en costume 3 pièces de notre temps, et ces assassins en costume 3 pièces ou 2 pièces, ou même aujourd'hui en ôtant la cravate et en portant la chemise à col ouvert, nous voyons cette logique, cette machine infernale se remettre en place. Et je voudrais vraiment dire qu'il faut réagir. Et les paroles que je tiendrai, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir dans notre pays des gens qui sont des juifs, qui se sentent de plus en plus dans l'insécurité. Il y a eu 2 fois plus d'événements antisémites en France, d'outrages antisémites. Il y en a eu 2 fois plus en 2014 qu'en 2013, d'une part. Et d'autre part, on ne peut pas jeter sur les musulmans et sur les gens qui pratiquent l'islam en général, on ne peut pas jeter constamment un regard de suspicion. Il faut lever tout ça, et pour cela, il faut une politique de l'avantage d'autrui et une politique de paix par le développement mutuel. Et c'est extrêmement urgent, sans cela la barbarie gagnera et gagnera et gagnera chaque jour. Toujours accueillir l'autre avec son plus beau visage, comme tu disais. Oui, c'est à vrai de père, hein, ça vient du judaïsme. C'est reçois tout homme avec ton plus beau visage, avec ton plus beau visage. Merci, Jacques.
C'est logique d'accueil, d'hospitalité qui a fait que nous sommes l'Europe, la vraie, pas cette Europe d'aujourd'hui qui essaye d'imposer aux Grecs un régime absolument insupportable et qui viendrait très vite en Italie, en Espagne et même en France, si ça continue. Ben, merci Jacques Cheminade, j'espère qu'on aura d'autres discussions de ce genre. J'invite tous ceux qui regarderont cette vidéo à s'abonner donc à la chaîne YouTube de Jacques Cheminade, donc, que vous pouvez trouver facilement. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci Jacques. Merci Sébastien, merci Benoît.